Marc Filterman, vous avez donc écrit un livre très étonnant qui s'appelle Les armes de l'ombre et dans lequel vous nous expliquez que, en dehors des armes qui sont couramment utilisées et ostensiblement utilisées, les inventeurs d'engins de mort ont mis au point des armes qui permettent de déclencher des épidémies, de déclencher des tremblements de terre, de déclencher des mutations génétiques, de déclencher des catastrophes climatiques. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle plus particulièrement d'un aspect de votre livre qui est fort intéressant et qui intéresse beaucoup de monde en ce moment parce qu'on vit dans cet univers en permanence, ou dans cette ambiance. C'est la question des armes électromagnétiques. Quand je dis qu'on vit dans cette ambiance, on vit dans une ambiance qui est sans arrêt parcourue par des millions de phénomènes électromagnétiques, que ce soit les ondes de la télévision, de la radio, des téléphones portables, et bien d'autres, tous les appareils électriques, les appareils de cuisine, etc., qui eux aussi émettent des ondes électromagnétiques, et également, alors, semble-t-il, des armes, c'est-à-dire des moyens de modifier les états de conscience ou les états physiques ou les comportements ou de tuer, et qui sont ces moyens sont donc utilisés par les militaires. Alors, d'abord, qui êtes-vous, Marc Filterman? Comment avez-vous eu l'idée de vous intéresser à ce genre de sujet? Quel est votre domaine d'expertise, comme on dit maintenant? Bien, bonsoir. Donc, moi, j'avais commencé à m'intéresser au domaine du radar à partir de 1976. C'est à cette date-là que j'ai eu mon premier radar. Donc, évidemment, pour un radio-amateur avec un radar à l'âge de 16 ans, ça faisait un peu bizarre. Donc j'avais déclaré le matériel, effectivement. Ah, vous avez eu un radar à vous? Oui, j'ai eu du matériel radar. Les photos sont d'ailleurs visibles sur mon site internet où j'ai terminé en 86. Il y avait une dizaine de radars avec des puissances qui allaient jusqu'à 450 kW. Donc c'était pas du petit matériel parce qu'il y avait un blocos rempli de matériel et il y avait plusieurs tonnes de matériel. Le petit problème, c'est que je me suis rendu compte à la longue, déjà qu'il pouvait y avoir des interférences sur le matériel électronique, d'une part, et ensuite j'ai eu des problèmes de santé. Entre-temps, j'avais été embauché à l'armée de l'air de 80 à 85, et ma santé s'était détériorée de 83 à 85, j'ai plus les dates exactes. Et bon, à l'époque, on n'avait pas d'informations, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucune information sur le sujet mes effets des micro-ondes sur la santé. Le syndrome des hyperfréquences, on ne connaissait pas. Et à cette époque-là, j'ai eu de sérieux problèmes de vue et c'est un militaire qui m'avait orienté, qui m'avait dit, attention, il y a certains risques avec certains matériels. À l'époque, je découvrais ça, je n'étais pas du tout au courant. Moi, mon but, c'était de faire la recherche au niveau détection aérienne, de faire un dispositif de reconnaissance de cible pour à la ligne. Et ensuite, donc, après, il a fallu que je me remette un peu de mes problèmes de santé pendant 2 ans. Et après, j'ai repris des recherches donc sur les radars, mais orientées sur les effets des micro-ondes sur la santé. Et là, j'ai fait pas mal de découvertes. En ce sens, quand le terme psychotronique commençait à apparaître, c'est-à-dire le terme de guerre psychotronique, où les Russes et les Américains faisaient des recherches pour interférer sur les métabolismes vivants ou interférer sur les cortex cérébraux, faire de la manipulation du comportement, ni plus ni moins. Et ces aspects-là ont commencé très tôt, puisqu'il y avait les recherches de Kolodov, de Leonid Vassiliev, qui étaient des chercheurs russes. Ils avaient une centaine de centres de recherche au moins de référencés. Et déjà en 1943, il y avait une étude de fait aux États-Unis suite à des problèmes de suicide qui arrivaient en nombre chez les techniciens radars, enfin des problèmes de santé divers, cataracte de l'œil, également tous ces aspects-là. Et cette opération-là a été classifiée. C'était donc Murphy Camp Operation en 1943, classifié secret 1944. Donc ça date pas d'hier. Ensuite, il y a eu des recherches à la clinique de Mayo sur des chiens qui ont été faits en les exposant à des micro-ondes. Ça, la Mayo Clinique, c'est le domaine de François Plantet qui a été... C'est reçu comme résident là. Il faut que vous parliez dans le micro, François. Parce que... J'ai accepté comme résident en chirurgie, mais je suis pas resté. J'ai préféré aller à Houston. Alors...
Donc, ces expériences à la Mayo Clinic se sont déroulées en quelle année? Alors, dès 1950, déjà pour vérifier effectivement s'il pouvait y avoir des cataractes provoquées par les micro-ondes. Et il y a Rossadet qui a fait ensuite un programme de recherche. Alors Rossadet, c'est pas rigolo puisque c'est un ancien scientifique de la NASA qui a été en plus consultant auprès de la Maison Blanche à l'époque, notamment à l'époque du signal de Moscou qui irradiait l'ambassade, la fameuse ambassade des États-Unis où là le personnel diplomatique a eu des problèmes de santé. Qui irradiait, vous dites irradiait, mais c'était pas avec des pas un micro-ondes, signal mais c'était nucléaire, enfin c'était pas de non, c'était des micro-ondes radio, mais on s'est aperçu justement c'est les problèmes de modification du sang au niveau de la chimie du sang qui ont donné l'alerte et on a découvert qu'ils faisaient de l'espionnage par des dispositifs qui avaient été installés dans l'ambassade des États-Unis finalement, et ces dispositifs entraient en résonance quand ils étaient irradiés par ces faisceaux micro-ondes. Donc on peut dire que les premiers qui ont mis au point des ondes, des armes de cette nature sont les soviétiques ou sont les américains, ou ils l'ont fait ensemble? On peut dire qu'ils l'ont fait ensemble, et d'ailleurs les problèmes, je me demande si l'expérimentation Philadelphia Experiment, la fameuse Philadelphia Experiment, si c'est pas plus précisément, parce que bon, ça a été romancé, il y a eu un film de fait là-dessus. Un essai de voyage dans le temps. Voyage dans le temps qui aurait été provoqué par une expérience d'invisibilité. Voilà. Mais si on part du principe que les premiers radars fonctionnaient sur les mêmes fréquences que certains appareils domestiques qu'on a actuellement dans nos cuisines, je crois qu'on a compris pourquoi on a changé les fréquences. Oui, bien sûr. Et pourquoi, justement, à l'époque, cette opération, Murphy Camp opération, a été déclenchée. Parce que ça devrait quand même donner à réfléchir aux gens qui persistent à avoir des fours à micro-ondes dans leur cuisine, parce que... Alors, il y a eu une étude de fait qui a été censurée et le gouvernement suisse a été condamné à l'époque pour la violation de l'article, ça doit être l'article 10 sur l'entrave à la liberté de communiquer. Parce qu'effectivement, ils ont des problèmes... Bon, ça a un rapport aussi avec la stérilisation des aliments, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les aliments frais, notamment les légumes, quand on les cuit au four à micro-ondes, peuvent faire apparaître des radicaux libres. Alors, les radicaux libres sont cancérigènes. Alors, puisque vous abordez cette question, je me tourne vers le docteur Plantet. La question qu'on se pose tout de suite en lisant le livre de Mark Filterman, c'est la question des fondements scientifiques. Est-ce qu'il est sérieux de prétendre ou de croire qu'on peut fabriquer des armes avec des ondes radio, parce que c'est à ça que ça revient, ou avec du magnétisme? Je pense même que c'est très facile. C'est des systèmes extrêmement faciles qu'on doit pouvoir fabriquer en allant à Monoprix chez le droguiste du coin avec une pile Wonder, comme faisait Nikola Tesla. L'appareil avec lequel il a fallu faire exploser le Brooklyn Bridge, c'était 3 fois rien. Ça avait la taille d'un réveil, il y avait 3 fois rien dedans. C'est toujours les mêmes choses, c'est des bobines de cuivre en général. On fait tourner quelque chose, que ce soit des électrons ou de l'éther. Mais les bases scientifiques, elles sont à la fois parfaitement établies et extrêmement mal connues. C'est des sujets qui sont, pour diverses raisons, l'étude a commencé à peu près avec Gilbert, un curé de campagne anglais en 1600. Il s'est prolongé avec Otto von Guericke et son globe de soufre. Puis ça arrive à Galvani, qui a été le premier à parler d'électricité, et ça a déclenché une vague de répression scientifique extraordinaire. C'est un cas d'école, parce que c'était extrêmement mal vu, pour des raisons tenant à l'ambiance athée maçonnique, qui est des forces vitales. C'est extrêmement mal vu. Il y avait le vitalisme, qui était la théorie. C'est-à-dire que, pardon de vous couper, mais vous voulez dire que l'establishment s'est dressé contre les travaux de Galvani, parce que ça allait dans le sens de l'existence de la validité du vitalisme. Oui, c'est-à-dire que le tout étant plus grand que l'ensemble des parties, on savait bien que tout l'ensemble du système ne pouvait pas fonctionner sans un principe unificateur, qui était ce qui s'appelait depuis tout le temps, depuis Hippocrate, enfin depuis la nuit des temps, qu'on trouve dans les idéogrammes sumériens, comme la force vitale. C'est le vril. Oui, c'est ça, le vril. C'est ce qu'on retrouve dans la théodicée de la Kabbale, sur les canaux des séphirotes, etc. Quelque chose qui flue et qui, effectivement... dont on ne connaît pas la nature. On ne connaît pas la nature, on sait qu'elle existe. Elle est dans tous les hiéroglyphes. Ça, c'est une expérience immédiate. Il suffit de voir une plaie cicatrisée pour toucher du doigt qu'il se passe quelque chose. Ensuite, la démarche scientifique, la première, c'est encore un hasard incroyable. Il y avait, dans le laboratoire de Galvani, il y avait
une sphère de Guericke, qui est une sphère de sulfure, de soufre solide qui tourne et qui émet des charges statiques importantes. Et au moment où ça fonctionnait, il y avait un scalpel qui était planté dans une cuisse de grenouille. C'était pas fait pour être mangé, mais pour quelques menues études, quoi. Et chaque fois il s'est aperçu que ça se contractait. Donc le muscle se contractait. Oui. En réalité, le scalpel jouait un rôle d'antenne. C'était une antenne, il y avait la machine qui était à 3 mètres, et chaque fois, il y avait une décharge dans l'air, c'est la base de... ça fait bouger les terres, c'est la base de la communication. Donc ça tendrait à accréditer la fameuse idée du transport d'énergie sans... Non, mais ça c'est évident. Sans support, sans Bien sûr, de toute façon, le télégramme, c'est comme ça. C'est des mouvements dans les terres qui se transmettent comme l'eau quand on jette une pierre. Donc, Et alors, vous m'expliquiez en micro que contre Galvani, on a suscité en quelque sorte... Mais oui, parce que Galvani a approfondi les choses. Il s'est aperçu qu'on pouvait déclencher les contractions sans électricité, mais avec des fils de métal différents et soudés. Et à ce moment-là, Volta s'est précipité dessus. Il a servi qu'à ça d'ailleurs, comme ça. Il s'est précipité dessus pour montrer qu'en fait, il s'agissait d'une énergie purement biochimique et non pas d'un courant électrique à cause de la présence du fer. Ensuite, Galvani a montré qu'on pouvait avoir des courants électriques simplement avec des courants de lésion, c'est-à-dire sans absolument pas de métal. Mais ça allait tellement à l'encontre des idées de la Royal Society, qui n'était pas très ancienne, qui avait supporté les travaux de Newton, et puis l'Académie du Lynx, qui était très ancienne en Italie. Et donc, à partir de là, il y a un mouvement très important pour lutter contre le développement d'une énergie vitale. Et ça aboutit, il faudrait peut-être détailler, mais c'est un peu trop long, mais lorsqu'on a découvert en Allemagne, parce que l'Allemagne joue un rôle clé là-dedans, dans l'extinction, sous des pseudo-progrès, elle joue un rôle clé dans l'extinction de la véritable compréhension des phénomènes vivants. En Allemagne, on a commencé par dire, puisqu'il n'y a pas d'énergie vitale, les systèmes sont mécaniques, donc on va connaître les composants, les couper en morceaux. Et à partir de là, on n'a plus rien compris à rien, parce que ne tenant plus le principe directeur général de l'ensemble, on est arrivé à la médecine actuelle, par exemple. Dans le domaine de la médecine, on ne comprend plus rien à rien. Puis parallèlement, il n'y a rien. On fait, dès qu'on a quelque chose qui sort de la quand c'est dit par un médecin, on fait le tour de tous les spécialistes, dans un sens, puis dans l'autre, et puis en haut, et en bas. Et en fait, les neurophysiologistes savaient bien, une bonne partie savait bien que la transmission électrochimique des neurotransmetteurs, ça explique rien. Ça ne donne pas l'explication de 5% des phénomènes. Alors, par exemple, on ignore totalement comment agissent les antidépresseurs. Il y a un exemple entre autres. Et parallèlement, des recherches se poursuivaient sur les courants continus, qui étaient justement ce que détestaient les autres, parce que les courants continus, c'est inexplicable. On n'en sait pas plus maintenant que du temps de Galvani. Tout ce qu'on sait, c'est que le corps humain ou les corps animaux sont des corps polarisés, avec un pôle positif, un pôle négatif, avec plusieurs centres. Et alors là, là vous avez des aspects de cette réalité qui sont assez stupéfiants. Enfin, c'est assez grandiose. Alors déjà, on sait qu'en là, ça va directement à l'appui de ce qui est rapporté dans votre ouvrage, monsieur. C'est-à-dire que quand on modifie les courants continus par des dispositifs simples, ça peut être un four à micro-ondes, mais ça peut être un sèche-cheveux qui dégage un champ magnétique invraisemblable. Ça peut être, là je disais tout à l'heure d'un livre qui est relativement ancien, mais qui est toujours valable, de Baker et Marino, qui sont pas des petites pointures. C'est deux professeurs. Il y en a un, il est à Upstate Medical Center de l'Université de New York, et l'autre il est à la Louisiana State University. Ils ont montré que lorsqu'on soumet le système nerveux à un Motorola, par exemple, avec le champ est pas très fort, mais l'antenne est juste à côté de l'oreille. Et à ce moment-là, le contact est colossal. Et les modifications sont énormes. Bien qu'elles aient été niées tout le temps, avec des oppositions farouches des industriels, ça commençait on le sait depuis l'époque d'Edison que ça fait quelque chose. À l'époque d'Edison, alors c'est des expérimentations naïves, comme c'est souvent là. C'est un peu comme pour le cholestérol. Ils vous disent n'importe quoi. Eh bien, ils ont mis des chiens dans un champ électrique en disant le chien ne se plaint de rien. Oui. Ce qui est quand même assez fort. C'est comme les chiens qui rentrent dans les endroits, pourtant il y a à l'entrée, il y a une pancarte qui marque interdit aux chiens. On se demande comment les a. On dirait qu'ils savent pas lire. Voilà. Alors, les chiens se plaignent de rien. Et après, ils l'ont fait sur des hommes qui n'ont plus se plaigner de rien. Mais au même moment, le professeur D'Arsonval, qui est quand même un nom connu en France, qui a été un de ceux qui ont développé le plus ces choses-là,
montrer que l'effet on-off d'un champ électromagnétique crée un phosphène qui est maintenant c'est-à-dire un choc lumineux. Une impression lumineuse à l'intérieur du cerveau. Après, c'est Beer, dans les années vers 1930, qui l'a confirmé. Et maintenant, on le sait parfaitement. Et alors, vous avez dans ce livre que vous avez devant vous quelque chose qui va à la fois complètement dans le sens de ce que Mark Filterman a écrit et complètement dans l'autre sens, puisque là, c'est pas l'utilisation d'ondes électromagnétiques pour détruire, tuer, c'est pour fabriquer. Oui. Alors, je voudrais que vous racontiez, ça c'est quand même stupéfiant. C'est effectivement parce que ça répare que ça peut détruire. Et ces deux chirurgiens ont étudié les phénomènes de régénération. Ils sont partis sur des bases pas du tout poussées par une vision ésotérico-occultiste des choses. C'était des scientifiques purs et durs, bien qu'ils se soient marginalisés à cause de cette affaire-là. Et ils ont étudié des phénomènes de régénération qui étaient connus quand même depuis assez longtemps. C'est-à-dire que quand on coupe un petit verre de machin, on coupe en 5 morceaux, il y a 5 verres qui apparaissent. Chez les salamandres, la même chose. On coupe une patte, il y a la patte qui réapparaît. Par contre, on coupe la patte d'une grenouille, ça repousse pas. Et les gens se sont demandé pourquoi. Et il y a une série d'expérimentateurs qui se sont aperçus que les potentiels électriques qui existaient chez les animaux qui régénèrent et ceux qui ne régénèrent pas sont très différents. Alors là, attendez, François, si vous permettez, je voudrais appeler l'attention des auditeurs, parce que ce que vous allez dire, c'est ahurissant. Oui, c'est assez ahurissant, il faut le dire. Les animaux qui régénèrent, comme la salamandre ou le lézard dont la queue repousse, etc., ont un potentiel électrique particulier, qui est différent de celui des animaux qui ne régénèrent pas. Quand on ampute une de ces bêtes, sur le moyen d'amputation, on a un courant de lésion qui se négative un peu, c'est-à-dire qu'il devient moins positif, il remonte et il s'arrête. Quand c'est une salamandre ou toute autre bestiole de ce genre-là, on voit le courant baisser, remonter et devenir très négatif. Et c'est à partir de là que ça déclenche la différenciation de cellules en blastomères, c'est-à-dire des cellules de base, et que l'animal commence à régénérer. Donc, c'est-à-dire que les os repoussent, les nerfs repoussent, la chair repousse, la peau repousse. Voilà, il y a des centres inducteurs. En suivant le modèle initial. Exactement. C'est-à-dire que les griffes vont réapparaître au bout de la patte. Vont réapparaître là où elles devaient être. Les neurones vont aller réoccuper la musculature. Tout va se coder. Mais ça, on le sait depuis toujours. Oui, ça fait partie de la science qui s'appelle la plasticité du système nerveux. On le sait pour les hamsters dorés, quand vous coupez un œil, vous tournez 180 degrés, tout le système des neurones tourne de 180 degrés, ils vont là où ils doivent aller. Ce qui est assez fort pour interpréter à travers les théories de l'évolution. Je vais apporter une petite précision. Il faut savoir qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a un pansement qui a été mis sur le marché qui génère une polarité justement pour accélérer la cicatrisation. Ah oui. Parce qu'au niveau des tumeurs, par exemple, que ce soit des tumeurs cancéreuses ou des blessures, on a une polarité qui est plutôt négative. D'accord. Oui, alors donc, c'est exact. Mais les autres animaux qui ne sont ni la salamandre ni le ver de terre n'ont pas ça. Potentiel. Donc l'idée des chercheurs, et avant même Baker et Marino, d'autres ont déjà eu cette idée. Alors le premier c'était des chercheurs, un Texan, un autre à Yale, un autre à Northwestern University à Chicago. Et il y en a un qui a commencé par titiller avec des épingles, un autre à tremper dans du sel. Tout ça c'était fait dans leur idée pour empêcher la cicatrisation, mais en fait ça a entraîné des polarités électriques qui ont fini par faire repousser partiellement des membres. Mais alors, l'expérience grandiose, c'est celle de Becker et Marino qui ont reconstitué un petit appareil électrique hyper simple. C'est hyper simple, il n'y a même pas d'électricité. C'est une pile faite par 2 bouts de fil différents, du cuivre et du nickel, un truc comme ça. Et ils ont réussi à faire repousser tout le membre de la souris, y compris l'articulation du coude, qui est quand même une articulation d'une complexité hallucinante, quoi. Et cette expérience est corroborée par d'autres un peu antérieures, et puis par d'autres que j'ai pas suivis depuis, parce qu'ils ont publié encore. Et c'est extraordinairement impressionnant, parce qu'on se dit que on peut même imaginer que chez des enfants, par exemple, qui n'ont pas de cerveau, on puisse relancer les centres, parce que les forces de guérison de l'organisme sont fantastiques, seulement elles sont verrouillées, elles sont en puissance, et là l'électricité les envoie en acte. Chez le ver de terre, par exemple, on peut inverser la polarité, c'est-à-dire que la tête repousse quand il faut être 4 morceaux à l'endroit de la tête. Mais si vous changez la polarité, quand vous augmentez le courant, d'abord vous avez un ver à 2 têtes, et puis vous montez un peu plus et vous avez un ver qui a la tête à l'envers. C'est incroyable. Donc avec des manipulations modestes et qui montrent la perfection absolue des structures qui forment le squelette électromagnétique de l'être humain. Donc c'est ce qu'on revoit. Donc, en fond, quand un amputé dit, quand on parle du membre fantôme,
C'est évident. C'est une réalité. C'est évident. Il garde le blueprint, la pattern, la forme virtuelle du monde. C'est sur cette forme que se reconstruisent, comme dans le hamster doré, par exemple. Ça, c'est Marx en Australie qui l'avait montré avec un élève japonais. Et les neurones sont capables de se reconnaître dans le système nerveux, de savoir où ils doivent aller, et ils suivent des lignes de force. C'est comme les inducteurs dans les œufs, dans l'ovule fécondé, c'est hallucinant. Vous découpez un petit morceau, vous tournez de 180 degrés, tout le dispositif tourne instantanément. C'est hallucinant, le truc. C'est des choses qui sont très mal connues, parce qu'il y a de la littérature depuis longtemps, quand même. Là, on est quand même au cœur de quelque chose qui dépasse le sujet de ce soir, c'est-à-dire qu'il l'intègre complètement, parce que, justement, on constate deux choses. D'une part, les travaux que vous venez d'évoquer, ils ont été complètement bloqués. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que ça a été fait. C'est 1983, et apparemment depuis, Decker et Marino, ils ont un site internet. Il a publié un autre livre qui s'appelle The Electric Man, mais visiblement il s'est marginalisé. D'ailleurs, on n'a pas entendu dire que dans un hôpital quelconque, il y a eu une expérience pour faire repousser un doigt. Lui, quand il était au centre Upstate Medical Center, ils ont étudié, parce que ça a quand même été utilisé, ça, la cicatrisation électrique et la mise sur des fixateurs externes, par exemple en orthopédie. Moi, je l'ai vu faire quand j'étais externe dans un service de chirurgie osseuse. Mais c'était du bricolage. C'était mal vu parce que il y a un relent de vitalisme et tout. Donc, de même pour les trucs sur le cancer, tout le monde sait bien que en changeant la fréquence des champs magnétiques, soit vous arrêtez les tumeurs, soit au contraire vous les relancez. Il y a eu des articles depuis 20 ans dans Science. Et ça, c'est pratiquement occulté. Et en revanche, il y a l'aspect que traite Mark Filterman, c'est que cette science, cette connaissance, ou ce domaine de la recherche, il est utilisé s'il n'est pas utilisé pour guérir, il est largement utilisé pour tuer et pour à des fins militaires. Alors justement, en 93, c'était le 17 novembre 93, il y a eu une conférence à Los Alamos avec George Baker, également qui est un spécialiste de ce domaine-là, qui a fait une déclaration comme quoi les armes électromagnétiques avaient été utilisées, notamment sur la base de Greenham, contre des activistes. C'était à l'époque des missiles Pershing, si je me trompe pas, vers 81-84. Et ils ont irradié les personnes, en quelque sorte, pour les faire dégager du site, et ça a marché. Au bout de quelques jours, ils ont dégagé du site. Alors après, le ministère britannique a effectivement reconnu qu'ils avaient irradié à un certain niveau, suffisamment élevé pour provoquer des saignements, des maux de tête, des troubles de la vue, défaut de locomotion, paralysie temporaire, enfin voilà tout le topo. Et là, l'année dernière, le Pentagone a fait la déclaration, notamment parce que l'US Navy a fait beaucoup de recherches là-dessus, ce qui était normal si on effectivement se réfère à Philadelphia Experiment, où ils ont déclaré qu'ils avaient l'intention de mettre en production des armes micro-ondes antipersonnelles. Alors il y a certaines catégories d'armes qui existent, et moi je vois très mal l'avenir de nos experts qui disent que les GSM, que les micro-ondes, UMTS et tout le reste n'aura aucun effet sur la santé, parce qu'ils vont devenir les futurs Garetta du sang contaminé. Parce que je ne sais pas comment ils vont faire pour se défendre avec les futures études qui vont arriver et les futures révélations de l'armée. Je ne sais pas du tout comment ils vont s'en sortir. Mais déjà, on peut dire qu'il y a de très nombreuses études étudiant simplement la répartition des leucémies et des suicides par rapport aux lignes électriques. Il y en a une qui a été faite dans le Middlesex il y a assez longtemps déjà, et qui, avec des groupes de contrôle très bien choisis, et qui montre, au-delà de toute contestation possible, qu'il y a un coefficient statistique, le coefficient de personnes, qui est clair comme tout. C'est-à-dire qu'il y a plus de leucémie. C'était quelque chose qui a été fait par UCLA en Californie. Le long des lignes à haute tension, plus on s'éloigne, moins il y a de leucémie. C'est la même chose pour les radars dans l'armée. D'ailleurs, c'est une maladie professionnelle dans l'armée. C'est reconnu, c'est indemnisé comme tel. Bien, je vous remercie d'avoir pris la peine de venir nous expliquer ça. Docteur, vous avez lu très attentivement le livre de Mark Filterman, Les armes de l'ombre. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est d'un très grand intérêt. Il y a des points de détail sur lesquels j'émettrai quelques réserves. Par exemple, c'est très facile de rentrer dans un cerveau. De toute façon, vous êtes à côté d'une machine électrostatique, vous vous sentez mal. C'est évident. De même, on utilise facilement facilement. Il y a plusieurs cette publications qui traitent des dépressions nerveuses en envoyant des décharges électromagnétiques dans le cerveau, des décharges intelligentes, un peu comme les sismothérapies, qui sont un traitement remarquable. Mais par contre,
il est donc très facile d'arroser une population avec une technologie qui est hyper simple. Fabriquer des champs électriques, c'est pas dur. Et ça change tout de suite les polarités de ces courants continus. C'est-à-dire qu'on est capable d'arrêter instantanément l'activité régulatrice générale sur l'humeur, etc. Donc si on l'arrête, les gens deviennent tristes, angoissés. Les auteurs russes et japonais ont notamment montré, dans une Russe très compétente qui a montré qu'il y avait 3 degrés de réponse dans la gravité qui finissait par arriver à des catastrophes hypothalamiques, c'est-à-dire le chef d'orchestre des glandes. Par contre, s'introduire chez un seul individu, ça me paraît hors de portée parce que quand même si des études secrètes, elles partent de bases qui sont pas secrètes. Après, on peut développer ce qu'on veut et c'est assez facile. Si c'était le cas, c'est-à-dire si on arrivait avec un rayonnement électromagnétique à diriger un influx sur une personne précise, etc. Là, je crois qu'on passerait dans un domaine plus ésotérique. Oui, des orglomes avec la sorglonde. Qui peut être amplifié quand même par des moyens électromagnétiques, parce qu'ils ont fait des recherches au Stanford Research Institute, le laboratoire des sciences cognitives, et ils avaient recruté d'ailleurs des médiums. Et ces médiums-là, ils ont cherché également des moyens électroniques pour amplifier leurs possibilités. Là, on sort du domaine. J'ai récupéré 1 millier, j'ai ici un listing, et il y a sur ce listing 1 millier de dispositifs, 1 millier de références de dispositifs qui permettent d'interférer sur les métabolismes biologiques vivants. Et attention, parce qu'il y a un parlementaire l'autre fois à une conférence au Sénat qui me dit: oui, mais monsieur, vous devez savoir que quand on est irradié, quand les militaires sont irradiés, c'est à fort niveau. Alors comme il a eu le malheur de me dire qu'il était en plus physicien, je lui ai dit: attendez, vous devriez savoir, puisque vous êtes physicien, qu'il y a non seulement un effet de résonance en fréquence, mais aussi en amplitude. C'est-à-dire que même on s'est rendu compte, et ça c'est l'université de l'Inde qui l'a découvert également, que plus on abaissait le niveau du champ électromagnétique, plus les effets de résonance pouvaient s'amplifier. Et pas forcément, par exemple, il y a des fréquences à des fréquences de 20 Hz, ça va être telle puissance qui va fonctionner pour telle fréquence, la fréquence de 20 Hz, et à un autre endroit, dans un autre labo, ce sera une autre fréquence qui sera par exemple 30 Hz. C'est-à-dire que les expérimentations ne sont pas reproductibles à 100% parce qu'il y a un facteur qui n'est pas pris en compte par nos experts et nos laboratoires, c'est le facteur de résonance cyclotronique qui repose justement sur le champ géomagnétique terrestre, parce que le champ géomagnétique terrestre est différent à tous les endroits. Ce qui fait qu'on ne peut pas reproduire... Il y a cette expérience que vous évoquiez des deux chambres, la chambre blindée et la chambre non blindée. Quand on met dans une chambre blindée... Ça, c'est Weber, l'Institut Max Planck, qui montre comment ces champs électromagnétiques contrôlent, harmonisent les fonctions humaines. C'est-à-dire que l'homme, il se couche, il se lève, on sait que ça, c'est des cycles unisolaires. Il y a les règles de la femme qui sont branchées sur le cycle lunaire. Et la question, c'est de savoir comment ces donneurs de temps, on appelle ça Zeitgeber dans les sciences ou les biological clocks, comment ça marche. Visiblement, ça marche par des signaux extrêmement ténus qui sont difficiles à mettre en évidence, qui ont un côté un peu ésotérique. Parce que autant on peut voir changer la vitesse du vent ou la pression d'oxyde de carbone dans l'air, autant saisir des variations de quelques millièmes de Gauss et de phénomènes, c'est très très subtil. Donc les expérimentations doivent être sophistiquées. Donc cet Allemand, Rutger Werber, il a construit à l'Institut Max Planck 2 chambres, et avec des constantes de temps, de lumière, etc., dont l'une était simplement isolée et l'autre était blindée, contre les interférences des courants continus. Donc dans les 2 cas, on voyait s'établir un rythme circadien pour les gens qui étaient non blindés, c'est-à-dire que ça tournait sur 24 heures avec des déviations modestes. Pour les autres, ils se mettaient en free running, en libre cours, et à partir de là, les fonctions se désynchronisaient de plus en plus, c'est-à-dire que ça, vous pouvez le suivre sur des courbes informatiques, vous avez la température, le pouls, la pression, la sécrétion de cortisol, etc. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus rien qui tenait, tout était en morceaux. Le plus extraordinaire, c'est qu'ils ont introduit dans la machine un générateur de champ magnétique qui pulsait à 10 Hz, qui est 10 X par seconde, qui est une constante universelle. C'est la constance de pulsation du champ terrestre dans le résonateur qui est constitué entre le sol de la Terre et l'ionosphère. Il y a des éclairs qui bondissent d'un côté à l'autre avec une variation de 10 Hz
en prenant pour base la longueur d'onde de la Terre qui est de 1 Hertz. Et à ce moment-là, on voit se rétablir les cycles à toute vitesse. C'est-à-dire que c'est la base, parce que l'appareil lui-même, il est très simple. Fabriquer des champs électromagnétiques, c'est la portée de n'importe qui. C'est-à-dire que dans cette pièce blindée dans laquelle le magnétisme ne circule plus du tout, parce que parce qu'il rentre plus. Il rentre pas. Un homme qui est là-dedans se déglingue complètement en peu de temps. On lui met, et si on met une pile avec un petit bidouillage, ça remet les cycles en route. C'est équivalent aux huîtres là dont on avait parlé. Ah oui. On en aurait pour toute la nuit si on commence à évoquer tous ces sujets. Je vous remercie François Plantet d'être venu nous servir d'expert en quelque sorte. Merci Marc Filterman d'avoir fait ce bouquin qui est passionnant. Ça s'appelle Les armes de l'ombre. Les armes de l'ombre. Le sous-titre c'est Des tempêtes pas naturelles, parce qu'il est aussi question de la guerre climatique que Brzezinski avait annoncé en disant nous avons les moyens de déclencher des tempêtes partout dans le monde. Il avait déclaré ça dans les années 70 et on sait ce qui s'est passé il y a peu de temps en France et en Europe. Donc ce livre est paru aux éditions Carnot. Les éditions Carnot, elles commencent à être bien connues parce qu'elles ont fait quelques bouquins qui font du bruit, mais j'en donne quand même l'adresse. C'est 10 quai Jean Mermoz. 10 quai Jean Mermoz, 78 400 à Chatou. Et puis, on peut joindre l'auteur sur son site internet qui est Filterman, FILTERMAN, ou arrobase si vous préférez, multimania.com. Ça, c'est votre adresse. Alors attendez, parce que là, apparemment, on a des problèmes de censure. Déjà, le livre, on a beaucoup de difficultés à le trouver. J'ai eu énormément de plaintes. Et même mon adresse... C'est pour ça qu'il faut s'adresser à l'éditeur. Mon adresse mail ne fonctionne plus, donc j'ai été obligé d'en prendre une autre, qui est Marc Filterman, le tout attaché, en un mot, @hotmail.com. Alors Hotmail, H-O-T-M-A-I-L, et autrement j'ai un site internet qui est www.multimania.com/Filterman, où là on peut voir un certain nombre de révélations assez compromettantes, y compris dans la génétique. Merci beaucoup Marc Filterman. Les armes de l'ombre, édition Carnot. Merci docteur. Vous avez encore suscité la passion des auditeurs. Ils veulent tous connaître votre adresse. On ne peut pas donner l'adresse d'un médecin à l'antenne. C'est interdit. Il faut dire qu'ils sont passionnants.